bienvenue dans Ça nous intéresse. Aujourd'hui, tout le monde est habillé un peu différemment, mais nous ne faisons pas un feuilleton, mais nous allons effectivement parler d'une nouvelle tendance vestimentaire chez les jeunes Chinois d'aujourd'hui. Donc je vais quand même présenter un peu mes invités. On a un peu l'héroïne dans cette histoire. Je vais revenir, on verra un peu plus tard. Et puis Christelle qui s'intéresse aussi beaucoup aux vêtements traditionnels. Oui. Et on a par visioconférence depuis Canada, Océane, puis à Lechen. Vous êtes étudiante de Sciences Po Paris et vous êtes fondatrice de 13% et vous avez votre propre engagement pour la mode. Et Monsieur Louis Woodard, vous avez travaillé pendant très longtemps dans la mode et votre entreprise se positionne comme un partenaire créatif de différentes marques. Et on a aussi Andrea Guéraud qui est enseignante en stylisme à l'ESMOD Beijing, expert en textile. On a aussi Nour Liu de Violet, élève à l'école internationale Harrow à Beijing. Bienvenue. Alors, on va d'abord suivre notre collègue Sun Yang pour voir un peu ce qui se passe exactement. Ces dernières années, j'ai souvent eu l'occasion de voir, soit dans la rue, soit dans le métro, soit dans le bus, même sur les marchés alimentaires, de jeunes gens habillés dans le style vestimentaire Hanfu. Ils attirent tous les regards avec leurs vêtements magnifiques, mais cela ne semble pas les déranger le moins du monde. Mais pourquoi aiment-ils la Hanfu et que pensent-ils de la vague actuelle du Hanfu? Nous les écoutons. 因为那个某一部漫画的原因，然后了解到了国风，了解到了汉服，然后也第一次试穿了汉服。我父母都很喜欢我穿这个服装的风格，就大概一整个衣柜的差不多都是汉服了，就是平时穿这个比较多。然后我的话，夏天的话就直接穿它，就比较凉爽的布料。然后冬天的话，就里面多加几层，再套一个羽绒服，就很暖和。每一套汉服它所产生的形制、所产生的意义都是不同的。它比如有一年四季或一天12个时辰。如果我平时会大大咧咧的话，那么我穿上汉服的话，我可以大大咧咧，那我也可以端庄温婉，我可以展现出来各种形态的我自己。从我尤其是学画画18岁的时候开始，我就想当一个服装设计师，去做这种古典这个汉服或者是一些古典的服装的设计。我不会考虑任何眼光，爱怎么看怎么看。你要跟我说，我就跟你吵，我肯定会吵翻你。最开始其实不是因为我们穿的是汉服，而是我们穿的和现在大多数人穿的不一样。现在的话，其实汉服已经开始慢慢普及开了，至少穿的人不一定很多吧，但至少知道的人很多。然后在这种情况下，其实大家就慢慢有一个心理的一个认知，然后认知到这个是一个我们民族的文化，然后去接受它，从心里面去接受它之后，就会好很多。 Le phénomène fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et comme cet internaute qui affirme il y a encore quelques années, si vous sortiez habillé en hanfu, les gens vous regardaient d'un air bizarre. Mais aujourd'hui, vous pouvez visiter n'importe quel site connu en Chine et vous pouvez certainement admirer des jolies filles vêtues en hanfu. Et un autre internaute écrit « Bravo, je trouve ça très bien. Il faut arrêter avec cette idée que tout le monde doit s'habiller de la même façon. Cela dénature nos différences. Nous devons accepter de vivre ensemble malgré nos différences. » Et certains internautes disent aussi « S'il existait une version modernisée et moins chère du hanfu, il serait porté par beaucoup plus de monde. » Et un autre internaute dit « Je trouve qu'on devait populariser le port du costume traditionnel les jours de fête. Par exemple, lors de la fête du printemps, la fête des lanternes, etc. On pourrait s'inspirer en partie des Japonais. Ils portent le kimono durant les festivals traditionnels. » Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les internautes ou pas? Alors, avant de revenir sur Zona, on va parler bien sûr de cet habit, de ce que vous habillez aujourd'hui. Mais j'aimerais bien avoir un regard de l'extérieur sur ce phénomène. Et Louis? Pour moi déjà, il faut, je pense, commencer par réfléchir qu'est-ce que c'est une tradition. Une tradition, c'est une manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe. Et c'est ce qui crée une unité, un sentiment d'appartenance.
La Chine est un pays très ancien, avec de très nombreuses traditions, un artisanat riche, et c'est normal et sain que ces jeunes s'y intéressent. L'omniprésence du digital, notamment à travers les réseaux sociaux, amène une pression très forte pour ces jeunes qui ont besoin de reconnaissance et d'appartenir à un groupe, ce qui est très important. Et je pense aussi que c'est normal que les jeunes se réapproprient cette grande culture chinoise, et ça se traduit notamment par se réapproprier certains codes vestimentaires. Et Océane? Oui, par rapport à ce que vient de dire Louis, je trouve que c'est très intéressant. Vraiment, le mot réappropriation, c'est vraiment le mot-clé, je pense. Il y a eu, il me semble, une mode voilà, d'occidentalisation du mode de vie, des vêtements, un moment où voilà, porter des marques internationales, c'était reconnu en Chine. Et aujourd'hui, il y a cette nouvelle génération qui se réapproprie sa propre culture, qui se redécouvre d'une certaine manière. Et c'est ça qu'on voit avec le port du hanfu de plus en plus en Chine. Et Andrea, vous êtes un peu styliste, donc voilà, quel est votre constat? Parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, c'est dire non à l'uniformité, voilà. C'est, je crois, selon chaque personne qui porte le hanfu, elle a sa propre raison de le porter. Ça peut bien sûr être contre l'uniformisation vestimentaire, ça peut être pour beaucoup d'autres raisons. Moi, je constate que, en tant que prof, que les étudiants, les jeunes, c'est clair que on a beau dire que souvent les jeunes, ils s'intéressent pas aux traditions et à tout ce qui est un peu histoire. Et en fait, c'est faux. Ils se la réapproprient vraiment de manière très créative et très intéressante, et chacun a sa propre façon. Et d'ailleurs, c'est partout dans le monde. Et Nour, je sais que vous vous intéressez beaucoup aux vêtements traditionnels. Et est-ce que finalement une version peut-être, comme cette note a dit, une version modernisée et moins coûteuse vont vous attirer aussi pour acheter un hanfu? Je vois que vous portez un qipao aujourd'hui, qui est aussi un vêtement traditionnel chinois. Oui, je vois cela plus comme ayant une connotation très romantique, parce que je pense que quand les gens ils mettent des hanfu, des qipao, ils voyagent en temps, ils rêvent un peu, et je pense que personnellement, je pense que les gens ont besoin de rêver parce que nous sommes stressés par la compétition, les études, la pression de la ville, donc je pense que c'est quelque chose magique. Mais Christelle, j'aimerais bien revenir sur vous, parce que je constate quand même en Afrique, il y a toujours cet attachement aux vêtements traditionnels. Donc pour vous, comment voyez-vous ce phénomène? Oui, c'est comme on vient de le dire, il y a cette idée de réappropriation, et ce phénomène est partout dans le monde. En Afrique, on va se réapproprier des tissus traditionnels, vraiment des tissus qui datent depuis des générations. À l'exemple du pain tissé, on va prendre du pain tissé, et en se réadaptant à les cultures et les coutumes, on va moderniser. C'est-à-dire on va faire une chemise vraiment tendance à la mode, avec des motifs du pain tissé, ou bien en empruntant par exemple un modèle venu du pain tissé. Donc c'est pour dire que la modernisation dans cette réappropriation joue un rôle très 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 important. C'est ce qui nous permet de faire avec du wax des robes très pratiques que l'on peut porter partout, aller au travail, aller dans des cérémonies. C'est pas très encombrant comme vraiment on se sent free parce que c'est une robe, vous voyez, elle est quand même moderne, mais on va garder cette touche traditionnelle, on va faire le foulard. Et il faut dire aussi que le foulard dépend, ça dépend des cérémonies, des endroits où tu vas, des femmes et de l'âge qu'on a. Et voilà, c'est tout un art. En fait, on va revenir sur Jonan, parce que je pense que cet commentaire est très intéressant, parce que il y a encore quelques années, quand on sort avec des tenues comme ça, c'est très très étrange. Et aujourd'hui, je vais vous dire un secret, j'ai aussi une tenue comme ça que j'ai achetée. Et aujourd'hui, quand on marche dans la rue, c'est vrai qu'on sent très naturel. Et comment expliquez-vous ça?
Oui, je suis d'accord. Auparavant, il y avait un mépris vis-à-vis de la culture traditionnelle de la Chine ancienne parce qu'on pensait qu'il entravait le développement social. Mais maintenant, avec la montée de la confiance en soi dans le domaine culturel de la nation chinoise, on est de plus en plus conscient de notre civilisation qui est vraiment riche en contenu et qui mérite d'être connue par le monde. Donc, en portant le hanfu, on veut bien montrer qu'on est fier d'être chinois. Mais quand même, quand on porte ça dans la rue, dans la vie quotidienne, est-ce que ça fait une différence dans des mouvements ou est-ce que vous trouvez ça encore pratique et est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus qu'est-ce qu'il a de fond voilà. Oui, en fait, le hanfu cache derrière lui les cultures anciennes et les philosophies chinoises. Par exemple, je cite 3 des caractéristiques principales de hanfu. Le premier, c'est plat. Il respecte le principe du coupure plate. Par exemple, il n'y a pas de coupure au niveau des manches ou des épaules. Et c'est parce qu'on ne veut pas casser la beauté originale du tissu. Et le deuxième, c'est milieu, en fait, centré. En fait, il y a toujours une ligne au milieu du dos sur le hanfu parce que ça montre notre principe d'équilibre entre le ciel et la terre, le yin et le yang. Il y a une troisième caractéristique, c'est avec des lacets. Par exemple, pour fermer la tenue, on utilise toujours des lacets, mais pas de boutons, parce qu'on pense que faire des trous dans le vêtement, c'est pas bien. On ne veut pas casser la beauté originelle du tissu et pour respecter la nature. Donc, c'est les caractéristiques de hanfu conviennent très bien aux traits physiques et psychologiques des Chinois. Donc, pour vous, je pense, je vais revenir à Andrea, qui est styliste. Donc, comment voyez-vous cela? Est-ce que ça veut dire que les jeunes ont envie de prendre une pause pour voir qu'est-ce qui est de la tradition? Comme on l'évoquait tout à l'heure, notre monde, il va très vite. Tout évolue, on a des nouvelles technologies, on a beaucoup de choses qui se produisent à une vitesse exponentielle. Et c'est vrai que à chaque fois que le monde accélère comme ça très vite d'un coup, on a tendance à pas repartir en arrière, mais vraiment à planter bien nos racines profondément et du coup à explorer un peu notre patrimoine. Et ça, c'est vrai de partout et dans toutes les générations. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple, cette jeune fille-là, elle explique énormément de choses qui va avec son costume. C'est pas simplement des gens qui sont là, qui ont envie de se déguiser. Ils apprennent des choses, ils apprennent énormément sur leur culture, ils se renseignent. Et en fait, c'est vraiment une science, j'ai envie de dire, d'analyser ça. On comprend le vêtement, mais on comprend aussi beaucoup de choses et on comprend qui on est. Et Océane, en fait, j'ai une question parce que vous êtes quand même habité très très longtemps en Chine et vous avez beaucoup de constats sur la société chinoise. Est-ce que cet retour à la tradition, est-ce qu'il y a une inquiétude que les jeunes Chinois vont se un peu refermer sur soi ou devenir nationalistes en quelque sorte? Alors, ce qui est très intéressant, c'est moi, lorsque je vivais à Pékin, cette tendance du costume traditionnel n'avait pas encore commencé. Donc, je suis partie il y a à peu près 3-4 ans. Et en fait, j'ai l'impression que cette tendance est apparue, on va dire, avec vraiment les réseaux sociaux, notamment TikTok, sur lesquels il y avait énormément de tendances différentes et variées, avec des musiques où les jeunes Chinois reprenaient les costumes, mais aussi reprenaient les musiques, reprenaient des danses, des coutumes de manière générale. Et comme ce que tous les invités sont en train de dire, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de, je pense, assez positif, de se réapproprier sa culture et exactement ce que, comme Andrea disait, de s'enraciner dans sa culture chinoise, d'être fier de ses origines, sans pour autant se refermer sur le reste. Mais ça permet aussi de se comprendre mieux soi-même et ça nous permet ainsi d'être plus ouverts sur le monde. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ça permet à la nouvelle génération non pas de tenter de se calquer sur un modèle plus occidental qui ne leur correspond pas forcément uniquement, mais de mélanger justement les deux et de réinventer en fait une nouvelle génération de culture chinoise. Est-ce que je peux comprendre ainsi qu'au début, il veut seulement attirer les regards
Et puis après, il se disait, tiens, ça marchait, donc je vais regarder un peu ce qu'il y a derrière. Je pense pas que ce soit forcément une histoire d'attirer le regard, mais c'est peut-être plus un travail plus personnel, de recherche d'identité, de compréhension de qui on est de manière plus générale, je pense. Et Louis, quel est votre point de vue sur cette recherche d'identité? Parce que vous travaillez avec beaucoup de marques, non seulement occidentales, mais aussi chinoises. Je suis très aligné avec ce que vient de partager Océane. Tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a aussi un autre aspect qui est un aspect intéressant, c'est l'aspect globalisation et mondialisation, avec une notion d'identité qui est plus compliquée, notamment pour les jeunes de couples mixtes ou des Chinois ayant grandi au Canada ou en Europe, ou même d'ailleurs des étrangers vivant en Chine ou étant intéressés. Ce qui fait que finalement aujourd'hui, cette notion d'identité est assez complexe. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, est-ce qu'un Américain peut s'habiller dans un chippa, ou est-ce que c'est un hommage, ou est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué, avec des internautes qui parfois peuvent être très agressifs. Ouais, ça, c'est une vraie question. Est-ce que s'inspirer est-ce que s'inspirer de motifs chinois ou indonésiens ou français, est-ce que c'est un hommage ou est-ce que c'est une appropriation culturelle? Personnellement, je pense qu'il faut être très tolérant et essayer de comprendre que ce que l'autre a voulu faire avant de juger trop durement. J'étais à Dubaï la semaine dernière, qui est une ville intéressante parce que justement tout cohabite de manière assez harmonieuse en fait. On va voir des Indiens en habits traditionnels, des gens du Middle East en habits traditionnels, mais je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup de bienveillance et ne pas forcément voir d'appropriation culturelle, et j'espère plutôt voir souvent des hommages. Voilà. Ça, c'est intéressant. Nous, justement, vous êtes issus d'une famille mixte, justement. Donc, quel est votre point de vue sur ce genre de recherche d'identité et que ce genre de vêtements soit apporté par la personne d'une autre nationalité ou d'une autre culture? Moi, j'aime bien voir que quand les étrangers ils mettent des vêtements de Chine, parce que je trouve que c'est vraiment, comme Joanne a dit, une fierté d'appartenance ethnique. Et j'aime bien voir la culture chinoise qui va dans les marchés étrangers, en France ou dans des autres pays. Je trouve que j'aime bien quand les gens ils s'intéressent à la culture chinoise. Donc, moi, je suis pour cette tendance. Et je pense que c'est une redécouverte de l'histoire, de la culture ancienne, et que c'est au contraire un mouvement d'ouverture et de partager de nombreuses facettes de la culture chinoise, qui a une histoire si riche. Et aussi, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la Chine est faite de 56 minorités, et qui ont tous des traditions, des vêtements différents, comme Miaozu, en fait. Même aujourd'hui, Miaozu, ils mettent encore leurs vêtements traditionnels, avec les bijoux d'argent, et les jupes, les manteaux, les robes, et je trouve ça fascinant. C'est la diversité culturelle. Christelle, je vais demander, parce que Louis a mentionné un point quand même très intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en Chine, vous pouvez apporter des habits traditionnels chinoises, et vous pouvez aussi habiller en africain, en style occidental. Donc cette mondialisation, en fait, ça nous offre vraiment des opportunités pour explorer les autres. Oui, pour découvrir quelle est la culture des autres, essayer de comprendre aussi l'histoire, parce que c'est bien beau de s'habiller, de porter les tenues traditionnelles qui ne sont pas les nôtres, mais si derrière on a compris l'histoire et qu'on s'intéresse, on comprend comment est-ce qu'il a été fait, la philosophie, comme vient de dire ma collègue. Donc je crois que c'est vraiment rendre hommage à ce pays, rendre hommage à cette culture, et je crois que c'est toujours bénéfique. On gagne toujours. Ouais, en fait, juste pour revenir sur Jonah, en fait, maintenant, les jeunes Chinois, en fait, ils peuvent s'habiller dans des vêtements traditionnels comme ça, et par exemple, vous vous intéressez aussi au snowboard, au ski, donc vous avez aussi un style de vie très occidental, vous vous intéressez beaucoup au vin, donc c'est vraiment cette tendance de mix un peu
Oui, parce que je pense que ce n'est pas contradictoire d'aimer la culture chinoise et occidentale. Et surtout, maintenant, je pense si les cultures sont fascinantes car elles sont différentes. Si tout le monde était pareil, ce sera très ennuyeux. Lors du Nouvel An chinois, j'ai proposé à Christine de porter des vêtements chinois et elle était très contente. Ouais, donc Et c'est pareil, si elle me propose de porter des vêtements africains, je serais aussi très contente pour montrer mon amour pour l'Afrique. Donc je pense dans un monde diversifié, on est libre de choisir des styles que nous aimons. Ouais, voilà. Je pense que la mode, c'est quand même un reflet aussi de la grande tendance dans le monde. Par exemple, la mondialisation, ça nous offre des opportunités différentes. Et Océane, je sais que vous avez votre propre engagement vers le mode, un peu dans le futur. Comment voyez-vous ce mode qui est enraciné dans un contexte globalisé où tout le monde est très lié et puis le monde est devenu très petit? Mais on a une tendance de se revaloriser chacun d'entre nous. Alors je pense que c'est très intéressant, notamment en Occident de manière générale. Il y a eu cette grande tendance de la fast fashion, etc. Et les nouvelles générations, je pense, sont beaucoup plus conscientes de l'impact, que ce soit écologique, surtout écologique et économique, que peut avoir la fast fashion et la mode de manière générale. Aujourd'hui, la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde après le pétrole. Consommer comme la mode est consommée aujourd'hui, ce n'est pas durable. On s'en rend bien compte. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience générale, notamment au niveau des jeunes générations, et qui veulent aussi surtout avoir un impact sur ça. Et on peut voir justement de nombreuses marques qui commencent à émerger, qui proposent des vêtements recyclés ou qui commencent à faire développer la seconde main, ou toutes sortes de façons justement de repenser une mode de demain plus responsable, plus écologique. Et je pense que ce mouvement ne peut que prendre de l'ampleur. De toute façon, la mode de demain ne peut pas rester celle d'aujourd'hui, qui n'est juste pas durable. Et Andrea, vous travaillez vraiment dans la mode comme métier, donc voilà, le mode dans le futur, dans ce contexte-là, c'est ça quoi selon vous? Je rejoins tout à fait le propos d'Océane. La mode, elle est déjà en train d'opérer un virage plus ou moins rapide, mais essentiel et obligatoire, parce que effectivement, c'est une industrie qui n'est pas soutenable de la façon dont elle fonctionne actuellement. Et les écoles de stylisme, par exemple, dans mon cas, c'est notre responsabilité de former les futurs designers à plus de sustainabilité, à faire du zéro waste, à utiliser des matériaux organiques, à limiter les déchets, à aussi avoir des méthodologies éthiques, parce qu'on parle de pollution, mais il y a aussi des humains qui sont pris dans cette industrie et qui n'ont pas toujours des conditions de travail et des conditions de vie respectables. Et ça, ça a été intégré dans les programmes scolaires. Donc, comme je vous dis, c'est pas une industrie qu'on peut modifier en un claquement de doigts, mais ça va évoluer petit à petit. Et le fait d'échanger comme ça au sujet de tradition, au sujet de, par exemple, quand on nous parle de respecter la beauté du tissu dans le hanfu ou dans d'autres vêtements traditionnels, c'est aussi comme ça qu'on redonne le goût aux futurs designers d'un produit de qualité, d'un produit qui a un sens, d'un produit qui a un symbole et qui a une valeur, une vraie valeur. En fait, justement, je voudrais revenir avec vous sur un point que je viens de penser. Est-ce que vous pensez que cette tendance est quand même un geste de revenir à l'artisanat, par exemple, cet retour à la tradition, de faire une pause, de voir, on va confectionner un vêtement comme il faut, donc est-ce qu'il y a une idée comme ça? Il y a complètement une idée comme ça. Et de toute façon, la tendance du do-it-yourself, ça fait déjà 3 ans qu'on la voit apparaître. Par exemple, les pulls tricotés à la main, tout ce genre de choses qui ont l'air d'être faits à la main, des imprimés faits à la main, des broderies faits à la main, même si elles ne le sont pas forcément. Mais c'est dans la tendance. Alors après, il faut essayer de le faire, encore une fois, qualitativement. Plus on se renseigne sur des vraies techniques traditionnelles ou
et qu'on essaye de les prendre et de les adapter, parce qu'évidemment, on est quand même dans une société moderne, là, on obtient des beaux produits et des produits qui plaisent. Et c'est pour ça aussi que ces produits-là, ils ont un tel succès, parce que quand on les voit, même si on sait pas faire un vêtement, on se rend tout de suite compte de la qualité du produit. Et il y a une attraction qui se fait. Et je pense que les gens, aujourd'hui, ils ont besoin de ça, ils ont envie de ça. Ils n'ont pas envie de choses qui vont jeter après une heure ou une journée ou un mois d'utilisation. Et nous, je me rappelle que vous m'avez dit que la première fois que vous voulez acheter du Qipao, vous voulez acheter en ligne. Et cette idée est complètement rejetée par votre mère. Ah oui, au début, je voulais acheter en ligne et puis ma mère, elle a entendu, elle a dit en ligne, mais non, c'est pas possible parce que tu manques tous les détails. Donc, elle m'a amené à Erhuan. C'était un magasin au bord de la route. Et puis, l'extérieur n'était pas attirant. Mais quand j'ai entré dedans, en fait, c'était fascinant parce que il y en a vous avez des plein tissus, de tissus de toutes les couleurs. Oui. Et puis, ça fait moi, j'ai rêver, choisi comme un vous tissu. dites, c'est ça. Oui, ça fait rêver. Et puis, j'ai dit que j'aime beaucoup ces tissus-là, mais en fait, ma mère l'a dit, c'est intéressant, mais tu dois imaginer ça sur ton corps. Donc, ce motif-là va être sur tout ton corps. Et puis, j'ai imaginé, en fait, c'était pas joli. Donc, après 4 heures, on a fini de choisir le motif, les ficelles, la couleur, la coupe. Et puis, j'ai appris que la proportion est très importante. En fait, est-ce qu'on peut dire que finalement, quand on choisit de porter un vêtement traditionnel, on est d'accord pour mettre plus de temps sur soi, mettre plus de ralentir un peu notre vie? Oui, en fait, je pense qu'il est très important de payer attention à ce qu'on porte, parce que c'est un fond sur notre corps. Donc, il est très important et ça montre aussi notre culture. Et Louis, quel est votre regard vers le futur de la mode? Donc maintenant, apparemment, quand on fait un habit traditionnel, on prend 4 heures. Donc est-ce que les gens ont voulu vraiment ralentir un peu pour voir est-ce qu'il y a d'autres façons dans la mode? Effectivement, un petit peu comme ce que disait Andrea ou Océane, entre les mouvements de slow food, de slow living, on voit vraiment que les gens sont aussi dans un monde digital où tout va très très vite. Je pense qu'on a envie de prendre un peu plus son temps. Il y a deux aspects. Il y a un aspect digital. Lorsqu'on vend un produit, lorsqu'on achète un produit qui a une histoire derrière, le consommateur aujourd'hui peut partager cette histoire. Et le consommateur, je pense, aujourd'hui peut se transformer lui-même un peu en un mini KOL. Et donc plus il y a d'histoire, plus le consommateur et l'acheteur peut éprouver du plaisir à partager l'histoire de ce produit. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est important et qui apporte de la valeur. De la valeur digitale avec des produits, avec un artisanat très fort, parce qu'on peut partager ça avec ses amis et autour de soi de manière digitale et évidemment de manière réelle dans le monde offline. À Christelle. Oui, donc je reviens juste par rapport à lui, ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. Et même si on sort du domaine de la mode, on va constater que de plus en plus, il y a cette modernisation-là qui s'installe et on a souvent l'envie de raconter l'histoire. Je prends l'exemple ici à Beijing, les gens aiment habiter dans les hutongs, mais de plus en plus, les hutongs, les appartements qui présentent, c'est super modernisé. On va avoir un duplex. Avant, dans les hutongs, il n'y avait pas. Donc, on garde l'architecture, mais à l'intérieur, on va moderniser quand même. On va mettre un lit au-dessus, on va mettre des escaliers, l'eau chaude et tout. On a toujours cette histoire, voilà. 5 étoiles à l'intérieur. Voilà, mais on racontera que voilà, j'ai habité dans les hutongs qui étaient des vieilles bâtisses. Il y a une histoire derrière ça. Tout comme le thé maintenant qui se modernise, on va avoir du café fait à base de graines de goji. Donc, de plus en plus, on intègre cette modernisation dans nos habitudes et je trouve que c'est tout à fait génial. Alors, je vous remercie à tous d'avoir participé à notre discussion. Et j'espère qu'on peut s'habiller plus joliment dans le futur. Alors, salut! Salut! Merci beaucoup! Au revoir! Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine!